j'écris une histoire sur la vie de mes parents. Quels conseils me donneriez-vous? Et il m'a dit, je sais que ça peut être compliqué, notamment dans les familles traditionnelles africaines, de pouvoir partager certains pans de la vie, notamment tabous. Je dis souvent que pour moi, l'écriture, c'est la forme d'expression la plus libre qui soit. B comme Book Club. Bonjour et bienvenue dans B comme Book Club, le talk show qui dépoussière la lecture et rassemble les lectrices afro. Je suis votre présentatrice, Riri Doua, autrice en auto-édition et en ce jour très spécial, lectrice, plus que jamais. À chaque émission, je vous propose d'aller à la rencontre d'une artiste qui joue avec les mots par passion et par amour des histoires à raconter. Nous allons embarquer dans son univers et découvrir les coulisses de son écriture. Mais avant cela, je tiens à ce que nous rendions hommage aux autrices et aux auteurs du passé, à celles et ceux qui, avant nous, ont écrit et nous ont indirectement inspirés à écrire aujourd'hui. L'autrice que j'ai choisie pour aujourd'hui est vraiment un pilier de la littérature antillaise, guadeloupéenne aussi, précisément. Il s'agit de Maryse Condé. Maryse Condé qui s'est éteinte récemment, mais qui reste très présente dans nos cœurs et nos esprits. Elle est très connue pour son roman Tituba sorcière, mais ce n'est pas de celui-ci dont je voudrais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler de Victoire, les saveurs et les mots. Maryse Condé, ici, nous décrit le parcours d'une femme, de sa naissance à sa vieillesse, à sa mort. Il s'agit d'une femme qui vraiment rencontre des périodes extrêmement difficiles dans sa vie et qui a réussi à être reconnue pour ses talents de cuisinière à une époque où on ne remarquait pas forcément le talent des femmes. C'est un récit particulièrement touchant et poignant. Et il est d'autant plus touchant lorsqu'on sait que Victoire n'est autre que la grand-mère de Maryse Condé. Je vous invite vraiment à découvrir ce récit, cette histoire extraordinaire. À propos d'histoire de famille, l'autrice que nous accueillons aujourd'hui a elle aussi décidé d'écrire sur sa famille. Elle a décidé d'écrire l'histoire de ses parents dans son tout premier roman, Ce qu'il nous reste. Elle parcourt la France et Bruxelles lors des salons littéraires. C'est une habituée des brunchs littéraires de Nantes. Et vraiment, les commentaires sont dithyrambiques par rapport à son premier récit. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Je vous encourage à accueillir chaleureusement Aïssata Sissoko. Bonjour Aïssata. Bonjour, Laurine. Comment te sens-tu? Très bien, en forme, contente d'être ici. Oui, et je suis ravie de te recevoir. Merci, merci pour l'accueil. Donc je tiens à dire au public qu'Aïssata et moi ne nous connaissions pas avant. Je t'ai parlé de ce projet il y a 4 mois. Oui. Et tu as répondu par l'affirmative. Tu as décidé de m'accompagner dans cette aventure. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. J'aimerais débuter cette interview avec une question, disons, facile et primordiale même. D'où te vient ton amour pour l'écriture? J'ai cru comprendre que tu étais introvertie. La plupart des écrivains le sont. Et que l'écriture revêtait une importance particulière pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. C'est vrai que... il y a une phrase que je dis toujours, et c'est une phrase qui me caractérise quand je parle d'écriture. Je dis souvent que pour moi, l'écriture, c'est la forme d'expression la plus libre qui soit.
Pour d'autres, c'est sûrement d'autres types d'art ou autres, mais pour moi, l'écriture, c'est avant tout un moyen pour moi d'exister. Vraiment d'exister, de m'exprimer. Et comme tu le disais, c'est vrai que je suis une personne introvertie et depuis petite, j'ai toujours eu mon petit monde intérieur. Et c'est vrai qu'à travers l'écriture, c'était vraiment un safe place. J'avais vraiment l'impression de pouvoir m'exprimer comme je le souhaitais, de pouvoir ne pas avoir peur, en fait, de dire certaines choses que j'avais peut-être du mal à exprimer à d'autres personnes. Et c'est avant tout ça. Pour moi, l'écriture, avant l'expérience du partage, c'est vraiment un rapport très fort que j'ai. C'est une extension, j'ai envie de dire, de moi-même. Oui, c'est vrai que l'écriture, on écrit d'abord pour soi avant d'écrire pour les autres. C'est ce que tu souhaites dire ici. Exactement. En tout cas, pour moi, c'est avant ça. C'est avant tout cela. D'accord. Et lorsque nous avons échangé, tu m'as parlé d'une crise identitaire que tu as vécue. Oui. Et qui t'a mené d'ailleurs à beaucoup écrire, qui t'a mené à écrire vraiment de façon prolifique. Quelle a été cette crise? Que s'est-il passé? Oui. Alors, c'est vrai que j'écrivais déjà avant, mais cette période-là, c'était notamment en 2013, elle a été assez significative parce que c'était une période où je me découvrais. J'avais une vision de ce que j'étais, mais j'avais du mal à rentrer, entre guillemets, dans les étiquettes que je pouvais percevoir ou la façon dont d'autres personnes pouvaient me percevoir. Et j'ai eu cette période où, entre notamment mes origines maliennes et le fait que je sois de nationalité française, je vivais sans forcément me questionner à ce niveau-là, mais à partir de l'année 2013, il y a eu un shift. Ça a peut-être, je l'évoque dans mon livre, ça a commencé tout d'abord par le rapport à mes cheveux. Je pense peut-être que pour beaucoup de femmes afrodescendantes ou africaines, d'origine africaine, ça peut commencer par les cheveux. En tout cas, moi, c'était le cas. Où j'ai eu ce moment où je redécouvrais en fait mon cheveu naturel. Et puis, de fil en aiguille, du cheveu est partie la volonté d'en savoir un peu plus sur le mouvement nappy, et puis d'en savoir un peu plus sur l'histoire, et puis la lecture, notamment d'auteurs et d'autrices africaines ou afrodescendantes. Et de fil en aiguille, je me rendais compte que je découvrais des choses concernant mes origines, concernant mon histoire. Et tout cela, le fait d'apprendre tout cela, c'était, je trouve, une expérience vraiment enrichissante pour moi. Et en même temps, ça me mettait en face de différentes, pas contradictions, mais si, peut-être contradictions que j'acceptais pas forcément. Et c'est là où cette crise est arrivée, et quelques temps après, où le livre a été publié. D'accord. Donc derrière chaque crise se cache un trésor. Complètement. Et effectivement, tu as publié Ce qu'il nous reste. Dans ce récit, donc tu fais le récit de la vie de tes parents. Donc oui. C'est un roman biographique et indirectement autobiographique parce que tu parles de toi, tu parles de ton enfance, tu parles aussi de ta vie de jeune femme. Et c'est un pari extrêmement courageux d'écrire l'histoire de sa famille. Quel a été le déclic pour toi? À quel moment t'es-tu dit « Ok, il faut vraiment que je le fasse » Au moment où je me suis dit que partager ces parcours de vie, c'était aussi l'occasion de pouvoir faire passer des messages à travers leur parcours et peut-être par la suite à travers mon témoignage en tant que française d'origine malienne. Voilà, c'était vraiment ça, parce que, comme je le disais, j'écrivais beaucoup, mais je suis restée, en fait. Enfin, ça m'allait très bien d'écrire pour moi-même, mais vraiment, le moment où je me suis dit, là, ces parcours de vie pourront être, je pense, peut-être utiles ou amener de la réflexion, peut-être pousser d'autres personnes à en savoir davantage aussi sur
leur parcours de vie, c'est là que j'ai décidé de le publier. Et c'est vrai que je dois dire que, et c'est ce que je dis à chaque fois, hein, c'est vrai qu'il y a le livre qui est là, qui est finalisé, mais l'étape que j'ai le plus appréciée durant le processus d'écriture, c'est tout simplement le moment où j'ai échangé avec mes parents, où tous les soirs, ils me parlaient d'éléments de leur vie plus ou moins difficiles. Et même moi, je découvrais, parce qu'à ce moment-là, j'avais 27 ans, 26-27 ans, quand j'ai commencé à les interroger, et je découvrais des pans énormes de leur vie qui les ont marqués, et que je ne connaissais pas en fait en 27 ans de vie. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui, à la fin, m'ont poussée à me dire, ok, c'est bien de pouvoir en savoir plus sur la vie de tes parents, mais et si ça pouvait aussi inciter d'autres personnes à faire la même chose ou à découvrir en fait des personnes ordinaires, mais qui font aussi beaucoup de choses en fait. Moi, je les appelle souvent des héros de l'ombre, entre guillemets. Oui, tout à fait. Ce qui est formidable avec ton livre, c'est qu'on se rend compte que derrière des parcours qui peuvent sembler, on va dire, entre guillemets, pas lambda, mais derrière des personnes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément célèbres, disons, il y a une mine d'or. Tout ce que ton père a traversé, tout ce que ta mère a traversé, c'est juste incroyable. On a l'impression d'être une petite souris, de s'infiltrer et de découvrir tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est de là d'où me vient ma question suivante. Comment tu fais le tri entre ce qui est trop intime et ce qui mérite d'être écrit et publié, révélé au public? Oui. Parce que c'est un vrai challenge. Oui, complètement. De mener, en fait, de naviguer avec tout ça, de proposer quelque chose d'authentique, de fidèle à la vie de tes parents, sans pour autant basculer dans une sorte de voyeurisme, parce que c'est pas ton but. Tu veux quand même honorer leur parcours. Comment tu as fait le tri? Comment ça s'est passé, cette écriture? Parce que c'est une vraie question. C'est vrai que cette étape-là était complexe, dans le sens où moi, vraiment le processus d'écriture biographique, autobiographique, même intérieurement, ça demande aussi d'évoluer, en fait, de faire évoluer notre façon de percevoir aussi l'histoire, l'apprentissage. Et c'est vrai que moi, initialement, j'avais la première version du livre, elle est totalement différente en fait de cette version-là, parce que initialement, je ne souhaitais pas avoir un personnage hybride inspiré de mon parcours. Je voulais principalement évoquer la vie de mes parents. Et la première version est une version superficielle. Je peux le dire là maintenant, vraiment une version superficielle à l'image de ce que j'avais, mais en fait, je n'avais pas encore évolué, moi, dans la façon dont je voulais transmettre l'histoire. J'avais encore c'est vrai que dans notre famille, on est assez pudique. Et on a du mal à vraiment partager, à exprimer nos émotions, etc. Donc là, je savais que c'était quelque chose de compliqué. La première version, elle était fade. Clairement, en tout cas, moi, je la trouvais après coup, fade. Et puis, j'ai eu certains retours. Et puis, je dois dire que ce qui a fait aussi changer beaucoup de choses, c'est déjà le fil des échanges avec mes parents, parce que je découvrais beaucoup de choses sur leur vie. Et je me rendais compte qu'il y avait certains éléments qu'eux-mêmes avaient du mal en fait, à exprimer. Et il y avait des moments où je savais que c'était dur. Donc, je disais, bon, je vais peut-être pas en parler, je vais peut-être pas creuser. Et puis un jour, je raconte toujours cette anecdote parce que c'était une période de ma vie où j'assistais à beaucoup de salons littéraires parce que je voulais m'inspirer d'auteurs connus, savoir un peu, dénicher par-ci par-là des conseils. Et j'avais demandé à un auteur, alors que vous connaissez peut-être déjà, il s'appelle Mohamed Boungarsar. Alors, et donc je l'ai contacté, et je l'ai vu dans un salon et je lui ai dit j'écris une histoire sur la vie de mes parents. Pour resituer, Mohamed Boungarsar, c'est celui qui a écrit La mémoire des hommes. C'est ça, exactement. Le dernier. Goncourt. C'est ça, exactement, c'est lui. Et donc, c'était en 2018, c'était au salon Présence africaine, et je lui posais la question, j'écris une histoire sur la vie de mes parents, quelles
quel conseil me donneriez-vous? Et il m'a dit, je sais que ça peut être compliqué, notamment dans les familles traditionnelles africaines, de pouvoir partager certains pans de la vie, notamment tabous, certaines émotions, certaines difficultés. Mais je pense que c'est ça qui va faire la différence. Et quand il m'a dit ça, alors là, j'ai dû faire un travail sur moi en me disant, bon, là, ça veut dire que tu vas devoir te livrer un peu plus, que tu vas devoir en partager un peu plus et que tu vas devoir aussi creuser davantage avec tes parents. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai interrogé mes parents et là, j'ai rajouté davantage d'éléments un peu plus, on va dire, tabous, certaines difficultés. J'aborde notamment le sujet de la santé mentale à travers le personnage de Madina, qui est ma mère, pour le coup. J'aborde les difficultés que mon père a pu connaître et que je vais peut-être pas spoiler, mais il y a plusieurs éléments en fait où il aborde ses émotions. Il y a tellement de choses, je dirais. Bien sûr, c'est impossible. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû creuser à ce moment-là. Mais j'ai toujours fait en sorte que mes parents soient en phase en fait avec ce que j'allais partager, qu'ils puissent être à l'aise de pouvoir le partager. Moi, dans ma tête, je me disais, à partir du moment où ce que tu vis, tu sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le vivre et qui peuvent ne pas se sentir seules ou qui peuvent se dire, ah ok, moi aussi je le vis, ah j'en parle pas ou mes parents n'en parlent pas, mais peut-être qu'ils vivent ça. Là, je me suis dit, ça va peut-être aider. Et donc, c'est dans ce sens-là où ça m'a vraiment aidé à me dire, allez, vas-y. Ah oui, mais vraiment, ce récit n'est absolument pas fade. C'est juste extraordinaire. Tout ce que tu as pu assembler de la vie de tes parents. D'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de te poser. Combien de temps ça prend? Parce que c'est un vrai travail on va dire, d'archéologie personnelle, on va dire. La généalogie, l'histoire de nos parents, c'est un peu ça. C'est un peu un travail d'archéologue. On fouille, on cherche. Et comment tu as aussi amené tes parents à être à l'aise avec cette publication? Alors, pour répondre à ta première question, ça a duré 3 ans. Donc, c'est vrai qu'entre le moment où j'ai eu l'idée de le faire et le moment de la publication, 3 ans. 3 ans d'aller-retour pour vérifier certaines informations et sachant que le but pour moi, c'était pas forcément d'avoir un récit classique, entre guillemets, mais c'était aussi de le contextualiser avec l'époque, donc apporter des éléments historiques, resituer le contexte dans lequel le personnage vivait. Donc c'est vrai que ça a mis du temps et ça a fait que ça a duré 3 ans. Et c'est vrai que pour les mettre à l'aise, pour les amener à s'exprimer, en fait, j'ai 2 personnalités totalement différentes. On peut le percevoir d'ailleurs dans le livre. Oui, c'est vrai. On en a un qui est Babayel, qui lui est quelqu'un qui est plutôt le bout en train, qui aime bien s'exprimer, qui aime bien parler. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile avec lui parce que lui, je devais beaucoup plus le canaliser et faire en sorte qu'il ne radote pas. Parce que, sinon, j'avais toujours le oui. Alors, il me racontait à chaque fois la même chose. Je lui dis, ça, tu me l'as déjà dit, mais on peut avancer. Et ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Ma mère, et c'est aussi... Mais justement, alors, désolée de te couper, mais sur cette partie-là, face à une personne qui est aussi prompte à parler et qui, entre guillemets, radote un peu, comment tu arrives à aller tout de même en profondeur? Alors... Le questionnement. Le questionnement et c'est vrai que là pour le coup je parle d'une autre expérience et c'est vrai que c'est plus mon expérience, mon métier, je travaille dans le domaine des ressources humaines et très utile. Je suis amenée à faire des entretiens donc c'est vrai que ça aide beaucoup et ça a été vraiment le questionnement à chaque fois. Et surtout de ne pas me contenter des faits parce que souvent mon père va souvent raconter les faits. Mais ça va être très difficile de lui faire, de faire mettre en avant en fait les émotions, notamment les difficultés qu'il a connues, qu'est-ce qu'il a ressenti. Et c'est vrai que moi, c'était clairement par le questionnement. Il a connu certaines difficultés et à chaque fois, j'essayais de lui faire comprendre, de le questionner sur comment tu t'es senti sur ça, vraiment lui faire exprimer des émotions. C'était vraiment ça. Ma mère aussi.
clairement. Mais ma mère, c'est différent parce que ma mère, elle est beaucoup plus réservée que mon père. Et la première fois que je lui ai dit que je voulais voilà, raconter l'histoire de leur vie, la première chose qu'elle m'a dit, c'est mais pourquoi tu vas raconter un livre sur ma vie? Moi, il n'y a rien à raconter sur ma vie. Ton père a beaucoup voyagé, moi, j'ai pas énormément voyagé. En gros, pourquoi tu parlerais de ma vie? En quoi ce serait intéressant? En fait, c'est là là, pour le coup, je l'ai pris personnellement. Je me suis dit, mais non, je vais écrire, je vais vraiment aller au bout de ça. Et de fil en aiguille, je lui demandais de me raconter sa vie, son quotidien, ce qu'elle faisait. Et petit à petit, je trouvais qu'elle avait du plaisir. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que le but, c'était pas de raconter des histoires extraordinaires de lions, de haute. Non, c'est juste le quotidien, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont pu vivre certaines choses qu'elle a vécues et qui peuvent juste se reconnaître dans ça. Et petit à petit, la confiance est arrivée et ça allait. Et c'est vrai que pour certains moments, il y a certains moments, certains vécus où là, ça a été difficile pour l'un ou pour l'autre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû parfois interroger davantage ma mère pour qu'elle me parle de certaines choses que mon père a vécues et il ne me parlait pas, parce que lui, c'était vraiment le côté superficiel. Et ma mère, il y avait certains moments où je m'isolais avec elle. Parce que, vu que mon père prend beaucoup de place, le but pour moi, c'était aussi de créer un lien privilégié avec elle, de façon à ce qu'elle puisse s'exprimer librement aussi, sans que mon père puisse apporter des commentaires ou autres. Donc voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail de longue haleine, 3 ans. Et je peux comprendre, parce que amener des parents africains, afrodescendants à parler de leurs émotions, etc., c'est quelque chose. Ouais. C'est vraiment un vrai défi que tu as relevé, et vraiment, je vous recommande ce récit. Il est juste extraordinaire. Et cela, tu nous prouves par cette histoire que c'est dans l'ordinaire que se cache l'extraordinaire. Le parcours de tes parents est juste magnifique. Il brille de courage, de résilience. Ce livre ne vous laissera pas indifférent, ça c'est sûr et certain. J'aimerais revenir sur une chose que tu as dite. Par rapport à ta mère, qui a été très dans la réserve, et ton père qui a beaucoup de facilité à s'exprimer, etc. Est-ce que tu crois qu'au final, les récits que nous avons, les récits historiques, les témoignages, les vécus que nous avons, ce sont très souvent des témoignages, des vécus d'hommes, aussi parce que, alors certes, il y a des personnes qui effacent les femmes de l'histoire, mais est-ce que parfois, elles ne s'effacent pas elles-mêmes? C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je partage dans le sens où, en tant que femme, je pense malheureusement que parfois on peut et je dis ça parce que moi-même je me mets dans le lot, parce que j'ai aussi pris de ma mère en termes de personnalité. On peut parfois se sous-estimer ou peut-être laisser plus de place à l'homme parce que c'est l'homme. Au final, il y a beaucoup de choses à mettre en avant. Et ce que tu dis, et je le retrouve en effet à ce niveau-là, et vraiment dans d'autres domaines. Je parlais du domaine des RH, mais parce que pour moi c'est aussi lié, où on a un certain secteur où on a de plus en plus de femmes, mais on en a quand même moins par rapport à certains hommes. Et souvent, moi qui est dans le recrutement, je sais que je recrute sur des postes où il y a plusieurs hommes, je vois très peu de candidatures de femmes. Et on est dans et je dis ça parce qu'il y a une volonté justement de recruter davantage de femmes, mais on en voit peu.
Et je pense que autant il y a j'ai envie de dire la structure, toutes les problématiques structurelles qui font que certaines femmes ne sont pas forcément mises en évidence. Enfin, beaucoup de femmes, la plupart des femmes ne sont pas forcément mises en évidence par rapport aux hommes. Dans certains secteurs aussi, c'est ça. Très spécifiques. Exactement, oui, parce qu'apraprès ça peut être l'inverse selon les secteurs. Par exemple, en RH, on retrouve peu d'hommes et beaucoup de femmes. Oui. Mais il peut avoir en fait ce côté-là, de se dire je vais pas prendre de place, je vais pas me mettre en avant, je vais pas m'exprimer. Et c'est pour ça en fait que c'était vraiment important pour moi. Autant l'histoire de mon père, je trouve qu'elle est vraiment enrichissante. Il y a pas de sujet à ce niveau-là. L'histoire de ma mère, elle est ordinaire et en même temps, je trouve que ça met en avant aussi certaines femmes qu'on voit très peu et qui ont leur place aussi. Donc ce que tu dis, moi, je partage complètement. Et en soi, c'est tellement important que tu parles de l'histoire de ta mère aussi, parce que, alors, ton père, bien évidemment, il a vécu des choses extraordinaires. C'est des aventures sur plusieurs pays africains, mais des choses incroyables. C'est le nouveau Tom Sawyer, en fait. C'est extraordinaire. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu as aussi montré qu'il y avait du courage dans l'attente avec ta mère. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de patience, beaucoup d'incertitude. Et elle a été très présente, en fait. Très, très présente dans cette attente. Oui. Et justement, parce que je trouve que tu l'as fait avec brio, comment tu as su vraiment poser les mots, montrer en fait que cette attente avait une vraie substance en fait? Parce que tu le fais vraiment brillamment, mais comment tu as pu justement dénouer les choses? C'est vrai que tu as énormément parlé avec ta mère, mais tu rajoutes des odeurs, des saveurs, des couleurs. Comment tu as fait ça, ce travail? Alors, comment j'ai fait? Donc, c'est vrai que peut-être parce que j'ai toujours eu... Enfin, j'avais une vision... Alors, les noms sont différents, mais les personnages... Enfin, en soi, c'est pas vraiment des... J'ai quand même créé des personnages, mais c'est quand même la vie de mes parents. Mais je dirais que j'ai peut-être davantage accentué sur la personnalité. Et c'est vrai que par rapport à ma mère, c'est quelqu'un de réservé. Mais c'est quelqu'un, enfin, je ne vais pas dire mais, c'est quelqu'un de réservé et c'est aussi quelqu'un de tenace. C'est aussi quelqu'un qui a de fortes convictions, des valeurs. Et ça, c'est quand on creuse qu'on le met en avant, en fait. Et moi, je souhaitais tout de suite, en fait, le mettre en avant. Et c'est vrai que je vois de quel passage tu parles, notamment quand tu parles de l'attente. Et le but, en fait, c'était de dire, certes, elle est dans une situation où elle l'attend, elle est d'attente, mais dans l'attente, elle n'est pas forcément passive. Et elle a une vision, en fait, elle aussi, de ce qu'elle veut faire. Même si il y a eu, notamment au début, elle a été influencée, clairement. Elle a aussi une vision de ce qu'elle veut. Et même dans l'attente, elle essaie aussi de conserver, j'ai envie de dire, d'avoir un certain pouvoir vis-à-vis en fait de son entourage, en tout cas un entourage qui était à ce moment-là pas l'entourage le plus agréable. Oui, voilà, voilà, tout à fait. C'est vrai, on le voit, pas toujours dans le soutien. C'est ça, exactement. Donc c'était vraiment ça, vraiment par rapport à Madina, c'était sur ça que je souhaitais aussi accentuer. Parce que pour moi, j'ai des personnes de mon entourage dont les parents, les femmes sont assez différentes. Et c'est vrai que ce type de personnage-là, je trouvais qu'on le mettait peut-être moins en avant. Et là, je souhaitais justement me dire, ok, c'est vrai que c'est un personnage plutôt réservé, mais c'est aussi un personnage qui a... qui a sa place. Qui a sa place, ouais. Tu achèves ce récit avec une interview de tes parents. Oui. Interview magistrale. Je trouve que l'idée est extraordinaire.
pourquoi ça t'a semblé important de mettre cette interview? Parce que tout au long du récit, le récit est romancé. Et là, tu mets une retranscription, disons, assez brute de vos échanges. Pourquoi ça a été crucial pour toi de placer cette retranscription à la fin? Pour moi, c'était nécessaire de faire le lien entre ces trois personnages. Et c'est pas pour rien que le titre, l'intitulé du livre, c'est « Ce qu'il nous reste ». Le but, c'était vraiment de créer cette discussion entre ces trois personnages de trois générations différentes qui ont des vécus différents, un rapport à l'ailleurs et à l'ici différent, une façon de percevoir le monde différemment, leur positionnement en tant que femmes, leur avenir aussi. Et je voulais en fait qu'il y ait un échange entre les trois, une confrontation, et même je pense que le terme confrontation, c'est pas le bon terme, c'est plus un échange, une discussion pour mettre en évidence cela, parce que, sans mauvais jeu de mots, c'est ce qu'il nous reste, c'est ce qu'il leur reste aussi, c'est tout ce melting pot de parcours de vie, ce qu'ils ont, de valeurs, de tout ça. Pour moi, c'est essentiel qu'il y ait un échange, une scène où on est les trois qui sont réunis, quoi. Parce que c'est vrai que dans les récits, même si les parcours sont croisés, on est dans le prisme de chacun. Chacun exprime sa perception des choses, selon son époque, selon sa vision des choses. Et là, à la fin, on a vraiment un mélange, en fait, de tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de le mettre en avant. Magnifique. On voit aussi, alors on découvre dans ce roman des poèmes. Oui. Donc on découvre que tu nourris une passion pour la poésie. Oui. Et écrire un roman, cela n'a rien à voir avec le fait d'écrire des poèmes. Et on découvre par la suite, donc j'ai découvert, ton recueil de poésie Électron libre. Oui. Comment cela t'est venu aussi? Comment ce passage? Alors, est-ce qu'au final, ce que tu as toujours préféré, c'est la poésie? Oui. En réalité. Ce que j'ai toujours préféré, c'est la poésie. Parce que pour moi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'écriture, ça a toujours été le moyen de m'exprimer, de partager. Et je suis quelqu'un d'introverti. Et en même temps, je suis vraiment... j'ai une vision assez profonde. Souvent, j'aime beaucoup aller en profondeur, comprendre le fonctionnement de l'être humain, de la nature. J'ai cette sensibilité que je trouve plus facile, entre guillemets, de mettre en évidence avec la poésie. Et ça a toujours été présent. Et j'ai toujours écrit, en fait, des poèmes un peu par-ci, par-là, inspirés de plein de sujets. Alors justement, est-ce que tu nous ferais l'honneur de lire? Bien sûr. Alors, j'ai choisi un passage qui me parle et peut-être qui vous parlera aussi. Le poème s'intitule « Art ». À ceux qui le veulent élitiste, je le vois égalitaire. À ceux qui le veulent codé, je le vois accessible. À ceux qui le veulent normer, je le vois libre. Je vois de l'art partout. Dans ce coucher de soleil aux couleurs multiples, dans cette verdure chatoyante d'un parc de Séville, de Nantes ou d'Abidjan, dans ces silhouettes mises en abîme par un simple stylo bic, de la gouache, du sable, une pierre, un réflexe, dans ces histoires et personnages qui nous tiennent en haleine jusqu'à la dernière page, dans des ruelles sombres ou éclairées de nos villes, où quelques graffitis attirent notre attention, dans ces personnages qu'incarnent des comédiens et qui ne cessent de stimuler nos émotions, dans ces musiques et chants divers et variés qui accompagnent le rythme de nos vies, dans ces corps qui se déhanchent activement et vibrent au son de multiples instruments, dans ces habits de fête dont la coupe et le style nous mettent en valeur comme la joie habille la vie. Je vois de l'art partout car derrière ce partout se cache la vie, avant tout. Merci, on applaudit. Merci. Très beau, vraiment.
Merci Aïssata. Ben, merci à toi pour l'accueil. Alors, ce n'est pas fini. Ah, On passe à une nouvelle phase de notre interview. ok. Nous passons au BeFast. Le BeFast, Ok. qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de propositions que je te fais, des questions très courtes. J'attends des réponses très spontanées de toi et rapides. Ok, je vais essayer. Très spontanées et rapides. Et le but, c'est de vraiment découvrir ton univers. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le thème de ton BeFast, c'est le patchwork poétique. Ok, Es-tu prête? prête. On y va. Le recueil de poésie de ta table de chevet. Ouh là là, j'en ai plein. Allez, je dirais qui est Miss. Ton poème préféré. Maya Angelou, je vais peut-être le dire mal, à Still Arise ou Still Rising. Pour toi, la plus belle phrase d'Amadou Hampâté-Bâ. Le savoir est la plus grande des fortunes par le fait qu'on le donne sans réussir à l'épuiser. Magnifique. Le poète qui t'a le plus marqué à l'école. Allez, Baudelaire. La chanson la plus poétique de Burna Boy. Ah, il y en a plein. Allez, je dirais Collateral Damage. Oh. Le moment le plus poétique de ton dernier voyage au Mali. Waouh. Mon séjour à Ségou. Le poème que tu connais par cœur. Par cœur, j'avoue, non. Pas que je connaisse par cœur. Oxmo Puccino ou MC Solar. MC Solar. The Fugees ou Black Eyed Peas. Les Fugees. Youssoupha ou Passy. Youssoupha. Neg Marron ou Bissona Bisso. Neg Marron. La saison la plus poétique, selon toi. Je dirais l'automne. Un poème que tu pourrais slammer sur scène. Ah, Parmi les ouais. tiens. Parmi les miens, art ou bien l'innocence d'un enfant. Une poétesse dans le monde de la musique qui est encore sous-cotée, pour toi. Pour moi, dans le monde de la musique, Oui. une poétesse. Là, comme ça me vient pas. Si t'as pas d'idée, il n'y a pas de souci. Rap des années 90 ou rap contemporain? Années 90. Vers ou prose? Vert. L'image la plus poétique de ton année 2024? L'image la plus poétique de mon année 2024. Je dirais mon séjour en Toscane, une vue de Florence, qui est pour moi un musée à ciel ouvert. Oh. Et dernière question, la date de sortie de ton prochain recueil? Alors, je n'ai pas de date des sorties, mais il est en cours de rédaction. D'accord. Et où peut-on trouver tes ouvrages? Où on te retrouve? Où on peut découvrir ton actualité? Toute mon actualité, c'est... alors, j'ai mon site internet lesplumesdaïssata.com. On peut retrouver mon actualité. Sinon, le plus souvent, je suis sur Instagram. Et mon compte, c'est Aïssata Sissoko, autrice tout attachée. Parfait. Merci beaucoup, Aïssata. Merci à toi. On applaudit Aïssata. Alors, pour vous qui nous suivez, si vous souhaitez être au courant des prochaines émissions, vous pouvez cliquer sur la cloche. Pour faire partie du public des prochaines émissions, vous pouvez vous inscrire via le lien en description. Vu que je suis aussi une autrice, je vous propose de découvrir mon tout premier roman, Les secrets qui nous trahissent, sur Amazon, avec une ambiance girly et thriller. Je tiens à remercier l'équipe, vraiment sans laquelle rien de ceci ne serait possible. Merci à Michael, merci à Ludwig, merci à Estelle, merci à Cissé, merci au public. Vous pouvez vous applaudir tous. Et un dernier mot pour la fin. Sans création, il n'y a pas de culture. C'est notre humanité qui nous permet de vivre intensément la culture, et c'est la culture qui nous recentre dans notre humanité. Alors soutenons ce mouvement vertueux, soutenons la création. En attendant la prochaine émission, je vous souhaite de vivre de très belles aventures littéraires. À très bientôt!